Chronique de la machine à café, une comédie de bureau, introduction. Le purgatoire du Perco. Il existe au 7e étage de la tour qui abritait la filiale française de la grande entreprise, un lieu qui n'apparaissait sur aucun plan d'architecte, un territoire non cartographié par la direction des ressources humaines, un purgatoire de linoléum et de néons vacillants. Ce n'était pas une salle de réunion, ni un bureau, ni même une archive. C'était l'espace détente, une appellation si absurdement optimiste qu'elle en devenait une œuvre d'art cynique à part entière. En son cœur, tel un monolithe fatigué, trônait la machine à café. Ce n'était pas un simple distributeur de boissons chaudes. C'était un oracle, un confessionnal, un tribunal populaire et une scène de théâtre de boulevard. Son bourdonnement constant, une plainte mécanique et grave, était la bande-son de la vie de l'entreprise. C'était le bruit de fond des ambitions déçues, des petites victoires mesquines et des angoisses existentielles qui flottaient dans l'air recyclé. L'odeur qui émanait d'elle était un mélange complexe et indéfinissable de café trop torréfié, de plastique chauffé, de sucre bon marché et de la subtile note de désespoir qui s'accrochait aux vêtements comme une seconde peau. Le sol autour de la machine était une carte géographique des névroses collectives. Le linoléum, autrefois d'un beige neutre et impersonnel, était usé jusqu'à la corde en un cercle presque parfait, tracé par des milliers de pas impatients, de piétinements anxieux et de demi-tours hésitants. C'était là que les hiérarchies, si rigides dans les open space, se dissolvaient momentanément dans la vapeur d'un gobelet en carton. Le directeur financier pouvait y croiser la stagiaire. Le commercial vedette pouvait se retrouver à attendre son tour derrière le comptable le plus effacé. Pendant ces quelques secondes de trêve, suspendus entre deux gorgées de café brûlant, les masques tombaient. C'est ici, dans ce no man's land de 5 mètres carrés, que les vraies affaires se traitaient, que les alliances se nouaient et se brisaient, que les rumeurs naissaient, grandissaient et mouraient dans un cycle de vie effréné. C'était le théâtre où se jouait la grande comédie humaine du monde de l'entreprise, avec ses personnages pathétiques, ses dialogues absurdes et ses tragédies minuscules. La machine à café n'était pas seulement un meuble. C'était le personnage principal de cette histoire, le témoin silencieux et imperturbable de la folie ordinaire qui se déroulait, jour après jour, sous les lumières blafardes du 7e étage. Partie I. Lundi. L'illusion du contrôle. Le lundi matin possédait une qualité presque religieuse dans l'entreprise. C'était un jour de faux départ et de résolution fragile, où chacun arrivait avec l'illusion de pouvoir enfin reprendre le contrôle de sa semaine, de ses dossiers, de sa vie. C'était une illusion qui, généralement, ne survivait pas au premier café. Cette semaine-là ne ferait pas exception. Le chaos n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser, et cette étincelle prenait la forme innocente d'une feuille de papier A4, fraîchement punaisée sur le tableau en liège à côté de la machine à café. Chapitre 1. L'appel du lot et le bal des faux fuyants. La journée avait commencé dans un calme trompeur. Le ronronnement des ordinateurs, le cliquetis des claviers, le balai feutré des employés se dirigeant vers leur poste de travail, puis Jean-Claude Convenant, commercial au verbe haut et à l'assurance en béton armé, s'arrêta net devant le tableau d'affichage. Ses yeux se plissèrent, lisant l'annonce plastifiée que le comité d'entreprise avait apposée. Il laissa échapper un grognement qui attira l'attention d'Hervé Dumont, son collègue et ami par défaut, qui se servait un café avec la précision d'un chimiste. « Ça y est, t'as vu la petite affichette ?» lança Jean-Claude, un sourire carnassier aux lèvres. « Vous l'avez vu, votre stage de rafting dans le lot, là? » Le mot « votre » était chargé d'un mépris souverain, comme s'il parlait d'une colonie de vacances pour enfants attardés. Hervé se retourna, son visage exprimant une alarme immédiate. Pour lui, le mot « rafting » n'évoquait pas l'aventure, mais une litanie de catastrophes potentielles. Il s'imaginait déjà boudiné dans une combinaison de néoprène trop serrée, luttant pour sa survie dans une eau glacée sous les rires moqueurs de ses collègues. Son esprit, une machine à anticiper le pire, cataloguait les humiliations, le casque ridicule, l'incapacité à pagayer en rythme, le chavirage inévitable, la noyade presque certaine. « Attends, mais c'est pas mon stage de rafting », se défendit-il comme s'il était accusé d'un crime. « Et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. »« C'est sympa, le week-end. T'as rien à foutre d'autre, le week-end. » rétorqua Jean-Claude, dont le cynisme était une seconde nature. Pour lui, les initiatives du CIU étaient la preuve ultime de la vacuité de l'existence de ses collègues. « S'il n'y avait pas les CIU, je ne sais pas comment elle vivrait, cette entreprise », ajouta-t-il avec la sagesse d'un philosophe de comptoir. Il déchiffra la brochure avec une ironie mordante.
Dépaysement, plein air et convivialité. Ouais, ouais. Frayeurs, vomis et courbatures, ils ne mettent pas ça dans la brochure. C'est à ce moment précis que Sylvain, l'incarnation de la bonne volonté naïve et désarmante, fit son entrée. Le visage de Sylvain était un livre ouvert, et ce matin-là, il lisait une histoire d'espoir et d'excitation. Il s'approcha d'Hervé, un agenda à la main, avec l'air d'un conspirateur préparant un coup d'État joyeux. « Hervé, qu'est-ce que tu fais le 26 ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'une attente presque douloureuse. Hervé, pris au dépourvu, répondit machinalement « Le 26, a priori, rien. » Ce fut une erreur fatale. Le visage de Sylvain s'illumina comme un sapin de Noël. « C'est top, je fais mon anniversaire. T'es libre? » La panique s'empara d'Hervé. Il vit le piège se refermer. Un anniversaire chez Sylvain, cela signifiait probablement une soirée dans le pavillon de sa mère, avec des jeux de société et des conversations sur la pluie et le beau temps. C'était une perspective encore plus terrifiante que le rafting. Son cerveau se mit en sur-régime pour trouver une échappatoire. Il vit Sylvain commencer à noter son nom dans son agenda. « Non, pourquoi tu notes? Mais non, mais note pas! » s'écria-t-il, presque suppliant. Il chercha une excuse, n'importe quoi. Son regard tomba sur la fiche maudite. Une lueur d'inspiration née du désespoir traversa son esprit. « Le 26, je vais faire du rafting dans le lot, là. » Sylvain le regarda, déconcerté. « Ah bon? Mais tu m'as dit que c'était con, » fit-il remarquer, avec une logique implacable. Jean-Claude, amusé par la scène, intervint. « Ouais, mais tu m'as convaincu de le faire, toi. » Hervé, pris dans son propre mensonge, ne put qu'acquiescer. « Ah, bah, c'est cool, » dit-il, avec l'enthousiasme d'un condamné à mort. Sylvain, déçu mais résilié, referma son agenda et se tourna vers une autre proie potentielle, Fred, le commercial décontracté, qui venait d'arriver. « Fred, qu'est-ce que tu fais le 26 ?» Fred, contrairement à Hervé, était un artiste du faux fuyant, un virtuose de l'excuse sociale. Il avait appris depuis longtemps que dans le monde de l'entreprise, la perception d'une vie sociale trépidante était une armure bien plus efficace que n'importe quelle compétence professionnelle. Dire non, merci était un aveu de vacuité. Il fallait être indisponible, submergé, désolé, mais prisonnier d'un calendrier de ministre. Alors qu'il écoutait l'invitation de Sylvain, « J'organise mon anniversaire chez ma mère à la campagne, il y aura qui? » Eh bien, il y aura que toi, pour l'instant, son esprit tissait déjà une fiction élaborée. Ah oui, non, non, non. J'ai des potes là qui arrivent, des dames sardames, ils viennent dîner à la maison et je peux pas. L'invention des dames sardames était un coup de génie. Un détail si spécifique et exotique qu'il en devenait presque crédible. C'était l'art de la flûte érigée en performance. Il projetait une image de sophistication internationale. Un monde de dîner cosmopolite bien loin de la grande bassine de sangria promise par Sylvain dans le garage chauffé de sa mère. La chaîne de rejet se poursuivit, chaque excuse devenant une pièce de plus dans la mosaïque de la solitude collective. Chacun se protégeait derrière des engagements imaginaires, des salons du caravaning ou des thèmes de soirées déguisés absurdes, tout plutôt que d'affronter la simple réalité d'une soirée ensemble. La comédie des invitations n'avait pas pour but de se réunir, mais de réaffirmer sa propre valeur en démontrant son indisponibilité. C'était un jeu cruel où le gagnant était celui qui avait la meilleure excuse pour ne pas jouer. Jean-Claude observait ce manège avec un amusement teinté de mépris. Il voyait clair dans leur jeu. Il voyait la peur derrière les mensonges. Et puis la tragédie toucha Sylvain en plein cœur. Submergé par les refus, il s'approcha de Jean-Claude, l'air d'un chien battu. Finalement, « Tu fais quoi pour ton anniversaire? » demanda Jean-Claude. La réponse de Sylvain fut un murmure brisé. « J'ai tout annulé. J'ai l'impression que ça a saoulé tout le monde. » Une lueur prédatrice s'alluma dans les yeux de Jean-Claude. Il vit une opportunité, une façon de transformer la défaite sociale des autres en sa propre victoire. Il posa une main faussement compatissante sur l'épaule de Sylvain. « Oh, c'est bête, dit-il. » Puis il se tourna vers le reste du groupe, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. « Bonne nouvelle, pour le stage de rafting, c'est bon, on part. » Il se tourna vers Hervé, qui le regardait avec horreur. « Par contre, j'ai dû avoir un bug, t'étais pas inscrite. Mais c'est bon, j'ai tout arrangé. On va faire mon anniv là-bas, ça va être tout cool. » Le coup de maître était achevé. Jean-Claude avait non seulement échappé à l'anniversaire de Sylvain, mais il avait aussi transformé son propre échec social potentiel en un événement d'entreprise proactif et désirable. Il avait pris le contrôle du récit, forçant tout le monde à entrer dans son cadre.
Il avait détourné l'avion de la pitié pour le faire atterrir sur la piste de l'aventure forcée. Alors qu'il entonnait un Happy Birthday sardonique, Hervé comprit qu'il était piégé. Il allait devoir affronter les rapides du Lot, la promiscuité de ses collègues, et pire que tout, la convivialité obligatoire. Le lundi ne faisait que commencer, et son illusion de contrôle était déjà en 1000 morceaux. Chapitre 2. La voie royale du commercial est une départementale solitaire. Après le chaos social de la matinée, l'après-midi s'installa dans une torpeur bureaucratique. C'est dans ce calme relatif que Jean-Claude Convenant prit sous son aile le jeune Simon, un stagiaire au regard encore plein d'illusions sur le monde du travail. Pour Simon, Jean-Claude était une figure fascinante, un mélange de mentor bourru et de héros picaresque. Il l'écoutait avec une admiration non feinte, buvant ses paroles comme un nectar de sagesse commerciale. « Alors, Simon, pas trop bavé, le sergent instructeur Jean-Claude ?» lança le commercial en lui offrant un café. Il aimait se voir ainsi, en vieux soldat endurci, formant les jeunes recrues aux dures réalités du terrain. Le terrain, pour Jean-Claude, c'était la province, ce vaste territoire qu'il parcourait semaine après semaine, un royaume de ronds-points et de zones industrielles qu'il décrivait avec une grandiloquence homérique. « Non, 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 je vois du pays, » répondit Simon sincère. « Ça fait 5 jours que j'étais sur Mougier. » Le nom de Mougier agit sur Jean-Claude comme une Madeleine de Proust trempée dans du Ricard. Son visage s'anima. Il se lança dans une tirade enflammée, une ode à la vie de VRP, voyageur, représentant, placier, qui était en réalité une fiction soigneusement construite pour masquer une réalité bien plus morne. « Mougier, putain, c'est un classique énorme », s'exclama-t-il. Et puis, tu sais, un VRP itinérant, ça se bat en permanence contre les préjugés et autres poncifs sur la province. On a une mission sociale au-delà de la fonction commerciale. Dans son récit, il n'était pas un simple vendeur de photocopieuses. Il était un anthropologue, un explorateur des mœurs provinciales, un chevalier de la route luttant contre l'ignorance parisienne. Pendant qu'il parlait, son esprit superposait 2 réalités. La première était celle qu'il vendait à Simon, une vie trépidante et enrichissante. La journée, tu vois les clients, d'accord, mais le soir, tu fais quoi? Je vais au resto. C'est passionnant. Tu regardes les gens, tu les observes. Il y a plein de choses à voir et à entendre aussi. Il décrivait les bars de province comme des salons philosophiques, des lieux d'une richesse humaine insoupçonnée. Tu peux pas t'imaginer comme c'est passionnant d'être accoudé à un zinc avec une vue panoramique sur les gens qui discutent. Ça donne des idées de mort. Il parlait de boîtes de nuit immenses où c'est la fête, d'une vie où, humainement, je m'enrichis en rencontrant des gens dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. La seconde réalité, celle qu'il gardait enfouie, était bien différente. Un flashback silencieux et granuleux se projeta sur l'écran de sa mémoire. Il se revit la semaine précédente dans un hôtel Formule, un anonyme, coincé entre une autoroute et une gare de triage. La vue panoramique de son dîner solitaire était la salle de restaurant d'un campanile où il observait des familles et des couples en silence, le goût de son plat du jour réchauffé se mêlant à celui de sa propre solitude. La boîte de nuit immense était un hangar désaffecté à la sortie de la ville, immensement vide, où quelques rares clients se déhanchaient mollement sous une boule à facettes poussiéreuses. L'enrichissement humain se résumait à un échange de banalités avec une serveuse fatiguée. Sa chambre d'hôtel, le soir, n'était pas le repère d'un aventurier, mais une cellule monacale dont le seul bruit était le grondement sourd des trains de marchandises et des 30 tonnes qui faisaient vibrer les murs. Cette dualité était le cœur de la tragédie de Jean-Claude. Il était pris au piège entre l'homme qu'il prétendait être devant la machine à café et l'homme seul qui s'endormait en regardant des jeux télévisés dans des chambres interchangeables. Son identité n'était pas fondée sur ce qu'il était, mais sur l'histoire qu'il racontait. Plus sa réalité était pathétique, plus son récit devenait grandiose. C'était un mécanisme de survie, une armure de mots pour se protéger de la médiocrité de son existence. La fin de la conversation fut une douche froide qui vint brutalement percer sa bulle de fiction. Son chef, Jean-Guy, s'approcha, une feuille à la main. « Simon, bonjour. Ta fiche de route pour la semaine prochaine. Alors, t'as le choix. Il y a Bouzon ou... Enfin bon, l'autre, c'est beaucoup plus classique. C'est pas là qu'on apprend le terrain. » Jean-Guy se tourna vers Jean-Claude avec un sourire cruel. Et comme je t'ai appris, la voie royale du commercial, c'est la départementale. Il désigna Bouzon sur la carte. Je te loge à Bouzon parce qu'il y a 2 hôtels. L'un n'est pas cher, c'est celui-là. L'autre a fait faillite. Remarque, 2 hôtels à Bouzon, c'était un de trop. Chaque mot de Jean-Guy était une humiliation.
Il réduisait en cendres le mythe héroïque que Jean-Claude venait de construire. Le sergent instructeur se retrouvait rabaissé au rang de simple pion, envoyé dans un trou perdu si insignifiant qu'il ne pouvait même pas supporter l'existence de 2 hôtels. La remarque finale de Jean-Guy fut le coup de grâce. « Dis-moi, la boîte de nuit, elle n'était pas dans l'hôtel qui a fait faillite. » Affirmatif. Il y avait un bordel là-dedans, ça faisait du bruit. Jean-Claude encaissa sans broncher, le visage devenu un masque de cire. Il conseilla à Simon de ne pas oublier ses bottes en caoutchouc et son change pour 15 jours. Simon, lui, regardait Jean-Claude avec un mélange nouveau de pitié et de compréhension. Il commençait à entrevoir la vérité derrière la façade, la solitude immense cachée sous la bravade. La voie royale du commercial n'était pas une route vers la gloire, mais un chemin de croix pavé de motels miteux et de ronds-points désolés. C'était une départementale solitaire qui ne menait nulle part. Chapitre 3. Le paradoxe temporel et la pneumonie maternelle. Plus tard dans la journée, l'ennui, ce mal endémique de la vie de bureau, s'était installé. Pour le combattre, les employés se livraient leur passe-temps favori, les débats philosophiques absurdes. Ce jour-là, la question posée par Jeanne, la responsable administrative, fut d'une simplicité désarmante. « T'as une machine à remonter le temps, tu fais quoi là? » « Maintenant, tout de suite là. » La réponse de Jeanne fut à son image pragmatique et terre-à-terre. « Je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants parce que regarde ça. » Mais pour Hervé Dumont, cette question n'était pas une simple distraction. C'était une invitation à plonger dans les méandres tortueux de son esprit anxieux, une porte ouverte sur un labyrinthe de scénarios, de doutes et de paradoxes. Jean-Claude, toujours prompt à se mettre en scène, s'empara de la question pour tisser une nouvelle légende familiale. Moi, mais attends, c'est vite vu. Je fonce sur la départementale 134 à 10 km de Père-Lachaise, dans le Lot, le 8 décembre 1960. Il décrivit la scène avec une précision de metteur en scène. Sa mère, jeune et vaillante, en panne avec sa 2CV sous une pluie battante. Personne pour l'aider. Elle change sa roue seule, attrape une pneumonie, passe 12 jours au lit. Moi, je remonte dans le temps. Je lui dis « Maman, tu vas attraper froid. » Je lui change sa roue. Et puis, elle n'a pas de pneumonie. C'était un récit touchant, un acte de piété filiale héroïque et rétrospectif. Hervé, cependant, était ailleurs. Son esprit ne s'était pas arrêté à un problème aussi simple. Il avait vu plus grand, plus complexe. Il avait immédiatement pensé à l'un des plus grands dilemmes moraux de l'histoire. Imagine, dit-il, sa voix prenant une gravité professorale, tu te retrouves dans les années 30, à Berlin, en face d'Hitler. Tu le désignes. T'empêches la Seconde Guerre mondiale. Mais à peine avait-il formulé cette noble intention que son cerveau de planificateur compulsif se mit à générer une liste d'obstacles insurmontables. Son esprit se transforma en un simulateur de voyage dans le temps extraordinairement détaillé et pessimiste. Il se vit, débarquant à Berlin en 1933, complètement perdu. « Primo, tu parles pas l'allemand, commença-t-il, comme s'il énumérait les points d'un ordre du jour. Et Doxio, il faut que je trouve des costumes des années 30. Et moi, les costumes des années 30, ça me va pas. Le Bordeaux, c'est terminé. » Dans sa simulation mentale, la mission de sauver des millions de vies échouait lamentablement à cause d'une question de garde-robe et de ses lacunes linguistiques. C'était là toute la nature d'Hervé. Il utilisait l'intellectualisme et la logique comme un bouclier contre l'action et la responsabilité. Face à un choix moral immense, il se réfugiait dans des détails logistiques insignifiants. Mais son argument massu, celui qui lui permettait de justifier son inaction, était d'ordre scientifique. De toute façon, je pourrais pas le tuer, Hitler, à cause du paradoxe temporel. Il se lança dans une explication confuse mais passionnée de cette théorie. Si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. S'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée. Donc, il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville. Donc, il ne rencontre pas ma mère dans cette autre ville. Donc, je n'existe pas. Il conclut son raisonnement avec un air de triomphe, comme s'il venait de résoudre une équation complexe. Il avait trouvé l'excuse parfaite. Il ne pouvait pas sauver le monde, car cela risquerait d'effacer sa propre existence. La réponse de Jean-Claude fut d'une brutalité chirurgicale. Il regarda Hervé avec un mélange de pitié et d'exaspération. Alors que ça peut foutre que t'existes pas, t'as une vie de merde de toute façon. Tu passes 8 heures dans ton bureau à ouvrir ton courrier pour rentrer le soir chez toi et jouer au Scrabble avec ta mère. On s'en fout que t'existes pas. Les mots de Jean-Claude atterrirent sur Hervé avec la force d'un coup de poing. C'était la vérité, crue et sans fard.
celle que toutes ses constructions intellectuelles, tous ses paradoxes et ses simulations étaient conçus pour masquer. Il sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage, la honte et la colère se mélangeant dans sa poitrine. Il bafouilla, essayant de se défendre. « Mais c'est lui, là! Il veut que j'aille changer la roue de ma mère et qu'ensuite j'aille tuer Hitler avec un costume de ringard. » Ce débat absurde révélait la dynamique profonde entre les deux hommes. Jean-Claude, l'homme d'action, souvent mal avisé, et Hervé, l'homme de l'inaction paralysante. Hervé se protégeait du monde réel en le transformant en un problème abstrait. Le paradoxe temporel n'était pas une préoccupation scientifique. C'était une excuse commode pour ne jamais avoir à prendre de décision, pour ne jamais risquer l'échec ou l'exposition émotionnelle. Son incapacité à choisir entre sauver sa mère et tuer Hitler était une métaphore de sa vie entière. Il suranalysait chaque choix, chaque possibilité, jusqu'à ce que l'opportunité d'agir soit passée, le laissant en sécurité dans son immobilisme. La conversation se termina sur une note encore plus pathétique. Quand on lui demanda ce qu'il ferait, lui, avec la machine, Hervé, brisé par la remarque de Jean-Claude, donna une réponse d'une ambition minuscule. « Ben là, tout de suite, je pense que je remonterai à hier. Je rembobinerai 10 minutes avant la fin du film pour revoir la fin. » C'était l'aveu final. Face à l'infinité des possibles, son seul désir était de corriger une erreur triviale. Il était un joueur si petit, si effrayé par les enjeux, qu'il préférait rejouer une partie sans conséquence plutôt que de risquer de changer le monde, ou même sa propre vie. Partie 2. Mercredi, le chaos organisé. Le mercredi, milieu de la semaine, était souvent le jour où les fissures dans l'édifice de l'ordre corporatif commençaient à apparaître. La fatigue s'installait, les bonnes résolutions du lundi étaient oubliées et une sorte de folie douce commençait à s'infiltrer dans les couloirs. Cette semaine-là, le chaos prit une forme particulièrement insidieuse. Armés de bribes de psychologie populaire et de théories de développement personnel, les employés se lancèrent dans une quête désespérée pour se comprendre les uns les autres, une quête qui ne pouvait mener qu'à une seule destination, le malentendu total. Chapitre 4. Le corps. Ce traître décodé. Tout commença par une initiative de Frankie, le responsable informatique, un adepte de toutes les nouvelles tendances de bien-être. Il aborda Hervé près de la machine à café, son visage rayonnant d'un zèle de converti. « J'organise un petit stage de sophro la semaine prochaine, ça te dit? » demanda-t-il. La sophrologie, tu sais, là, c'est carrément génial. Hervé, toujours soucieux d'éviter tout engagement social, chercha une excuse. La semaine prochaine, ça va pas être possible parce que j'ai un gros dossier à boucler. C'est alors que Frankie sortit son arme secrète, la synergologie, ou l'art de décoder le langage corporel. Il fixa Hervé avec l'intensité d'un profiler du FBI. « Je sais pas la peine de mentir, j'ai compris. T'es pas emmerdé. » Hervé protesta, mais Frankie avait son diagnostic. « Tu viens de te toucher le nez. » Ça veut dire que la sophrologie, ça t'emmerde. C'est pas bien de mentir, tu mens et bim, geste incontrôlé, tu te touches le nez. Hervé resta bouche bée. Son propre corps l'avait trahi. Frankie continua sa leçon, expliquant que 90% des gestes parasites autonomes trahissent notre pensée profonde et que si une fille se caresse les cheveux, c'est une marque de séduction, une espèce d'appel au sexe. Cette conversation, en apparence anodine, fut comme un virus qui se propagea dans tout l'étage. Soudain, l'open space se transforma en un laboratoire de psychologie amateur. Chacun se mit à observer, analyser, décoder les gestes de ses voisins. Jean-Claude, particulièrement réceptif à cette nouvelle science, se mit à voir des appels au sexe partout. Un simple cheveu remis en place par Carole, la directrice commerciale, devenait à ses yeux une invitation torride. Une main posée sur un dossier par Maëva, la secrétaire, était interprétée comme un signe de désir refoulé. De son côté, Hervé, traumatisé par l'épisode du nez, devint prisonnier de son propre corps. Chaque fois qu'il se grattait l'oreille, il se demandait s'il n'avait pas l'air sceptique. Chaque fois qu'il croisait les bras, il craignait de paraître fermé et hostile. Il passa le reste de la journée dans une immobilité quasi totale, de peur que le moindre mouvement ne révèle une pensée inavouable. La folie du décodage atteignit son paroxysme lorsque Jean découvrit un magazine féminin abandonné sur une table. À l'intérieur, un test. Êtes-vous sexuellement un bon coup? Elle le brandit comme une pièce à conviction. Bientôt, un petit groupe se forma autour d'elle, se lançant dans une analyse textuelle digne des plus grands experts. Ils se transformèrent en détectives, cherchant à démasquer le ou la propriétaire du magazine à travers ses réponses. L'enquête fut menée avec une rigueur scientifique toute relative.
Votre fantasme le plus torride? Lut Jeanne. La case cochée était bloquer l'ascenseur entre 2 étages et vous taper tous les passagers comme un tigre. Un frisson parcourut le groupe. Votre premier geste après l'amour? La réponse était encore plus déroutante. Une bonne choucroute. Le profil se dessinait un obsédé sexuel, amateur de partous en ascenseur et de cuisine alsacienne. La choucroute. Et la cantine! S'exclama quelqu'un. Le lien était fait. Le coupable travaillait parmi eux. Leurs soupçons se portèrent rapidement sur Hervé. Vous partez en déplacement clientèle avec une collègue. Votre but? La réponse cochée était joindre l'utile à l'agréable. Or, il était de notoriété publique qu'Hervé devait partir en déplacement dans le Nord avec Maëva. Les taux se resserraient. Hervé, qui observait la scène de loin, sentit la sueur perler sur son front. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait que le vent tournait contre lui. Il voyait les regards se tourner dans sa direction, entendait des bribes de phrases qui semblaient le désigner. La confrontation fut brutale. Maëva, qui avait été informée de l'affaire, vint le trouver, le visage fermé. Elle avait été profondément humiliée que ses collègues la soupçonnent d'être la partenaire de débauche de ce pervers à la choucroute. « Ouais, ben ton périple, tu le feras sans moi », lui lança-t-elle sèchement. « J'ai ma conscience professionnelle pour moi, Hervé, il n'en est pas question. » Hervé, complètement perdu, ne comprit pas la raison de sa colère. Persuadé, à cause des théories de Frankie, que la colère n'était qu'une manifestation inversée du désir, il en conclut qu'elle était secrètement amoureuse de lui et qu'elle ne supportait pas la tension sexuelle que ce voyage allait engendrer. La vérité, bien sûr, était à la fois plus simple et plus cruelle. Le magazine appartenait bien à Maëva, mais les réponses avaient été cochées par Jeanne et les autres pour lui faire une mauvaise blague. Dans leur tentative de décoder la réalité, ils avaient créé une fiction qui avait pris vie, blessant Maëva et terrorisant Hervé. Cet épisode illustrait parfaitement la pathologie de l'entreprise. Dans un environnement où la communication directe et sincère est impossible, où chacun se méfie de l'autre, on se raccroche à des systèmes simplistes, à des grilles de lecture pseudo-scientifiques pour tenter de donner un sens au comportement humain. Mais ces systèmes, en éliminant toute nuance et tout contexte, ne font qu'engendrer plus de paranoïa, plus de malentendus, et transforment le lieu de travail en un asile d'aliénés où chaque geste est un symptôme à interpréter. Chapitre 5. Gloire, bots et contrats précaires. Si le football est souvent qualifié de guerre continuée par d'autres moyens, alors le match de football corpo du samedi matin était, pour les employés masculins de l'entreprise, une tentative désespérée de retrouver une forme de virilité primitive, une masculinité perdue dans les méandres des tableurs Excel et des mémos internes. L'enjeu n'était pas la 3e division corpo, mais quelque chose de bien plus fondamental, leur propre estime. Et cette semaine-là, la tension était à son comble. Jean-Claude Convenant, autoproclamé coach et stratège de l'équipe, avait convoqué ses troupes près de la machine à café pour le briefing d'avant-match. Il arpentait le linoléum comme un général inspectant ses soldats à la veille d'une grande bataille. Son discours était un mélange de clichés sportifs et de conseils diététiques approximatifs. « Messieurs, autant vous dire tout de suite, si jamais demain on prend une tôle, on peut dire adieu à la 3e division corpo. C'est le match couperé. » Il fixa son gardien de but, un jeune de la compta au visage blême. Détendu, pas de stress, et pas de sexe ce soir? Pas de sexe parce que ça coupe les jambes. Exactement. Et pour la bouffe, diététique. Des sucres lents, des pâtes, ça c'est bien. Un petit yaourt, et derrière, que de l'eau. Tant que tu pisses pas clair, tu bois, tu bois, tu bois. Mais une ombre planait sur l'équipe. L'adversaire, la redoutable équipe de DGTEX, était, selon les rumeurs qui couraient dans les couloirs, une véritable légion étrangère. « Tu t'es renseigné pour le Croate et les 2 Blacks, là ?» demanda Jean-Claude à son informateur. La réponse fut terrifiante. Ils sont parfaitement réels. Ils bossent sur un chantier pour une filiale. C'est des colosses, des armoires à glace. La panique commença à s'installer. C'est alors que le gardien de but, sentant le massacre arriver, lâcha sa bombe « Je joue pas demain ». Il expliqua calmement qu'il n'avait jamais signé pour devenir un martyr du football d'entreprise. Le désespoir s'abattit sur l'équipe. « Mais c'est le petit pourri gâté !» hurla Jean-Claude. « On est foutus! Et je vais te dire pourquoi on est foutus. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Fini les petits gueuletons d'après-match. Fini le quart pour le déplacement à Fosse-sur-Mer. » La perte du match n'était pas une simple défaite sportive, c'était la fin d'un monde. La fin de ces rares moments où ils pouvaient prétendre être autre chose que des employés de bureau.
C'est dans ce moment de crise existentielle que tous les regards se tournèrent vers la seule personne qui n'avait rien demandé, Hervé Dumont. Il était là en retrait, sirotant son café, essayant de se faire aussi discret qu'un meuble. Mais dans leur désarroi, ses collègues virent en lui non pas un comptable chétif et anxieux, mais une solution, un corps à mettre dans les buts. On n'a plus qu'à demander à Hervé s'il est dispo, lança quelqu'un. Hervé sentit un froid glacial l'envahir. Lui, gardien de but, lui qui considérait le fait de monter un escalier comme une activité physique intense, il tenta de protester, mais la machine était lancée. Jean-Claude s'approcha de lui, le visage transfiguré par une lueur d'espoir fanatique. Hervé, flatté malgré lui par cette attention soudaine, se laissa prendre au piège. « Moi, je suis partant pour demain, dit-il d'une petite voix. J'adore les pâtes, j'adore les nouilles. La flotte, j'en bois tout le temps, et au niveau du sexe, ça fait 28 ans que je me retiens, je pense que c'est bon. » L'affaire était conclue. Hervé devint, en l'espace de 30 secondes, le dernier rempart de l'équipe. Sa préparation fut aussi surréaliste que sa nomination. « Dis-moi, on met nos fringues pour faire les poteaux ?» demanda-t-il, plein d'une angoisse sincère. « Non, il y a des gants. »« Ah, ben j'ai que des moufles, ça devrait faire, non ?» continua-t-il. « Est-ce que je garde les lunettes? Si ça bastonne, j'aimerais être le dernier à distribuer les petites châtaignes. » Il s'imaginait déjà pauvre soldat jeté dans la mêlée, tentant de survivre avec pour seules armes son humour pathétique et une paire de moufles. Le jour du match fut un calvaire, une longue descente aux enfers sur un terrain boueux de la banlieue parisienne. Hervé, dans les buts, ressemblait à un épouvantail terrorisé. Chaque tir de l'équipe de Digitex était un missile qui semblait viser directement son visage. Les colosses adverses passaient à travers sa défense comme des bulldozers. Le score grimpa rapidement. 1-0, 2-0, 5-0. À la mi-temps, le moral était au plus bas. Jean-Claude hurlait des consignes incompréhensibles, ses rêves de gloire se noyant dans la gadoue. Le match se termina sur le score sans appel de 9-0. Hervé, couvert de boue et de honte, rejoignit les vestiaires en silence. Il avait plongé une seule fois, par réflexe, et s'était fait mal à l'épaule. Le reste du temps, il avait fermé les yeux en espérant que le ballon l'évite. Cette tentative de reconquête de la masculinité s'était soldée par une humiliation totale. Le terrain de football, qui devait être un espace de libération, n'avait fait que refléter et amplifier leur impuissance du bureau. Ironiquement, c'est Hervé, le moins viril du groupe, qui avait été placé dans la position la plus héroïque, celle du gardien, du sacrifié. Son échec était l'échec de tous. En essayant d'échapper à leurs conditions de pousseur de papier, il n'avait réussi qu'à prouver qu'il n'était bon qu'à ça. Le retour au bureau, le lundi suivant, serait encore plus difficile. Partie 3. Vendredi, la débâcle. Le vendredi est un jour étrange dans la vie d'une entreprise. C'est un jour de relâchement, où l'anticipation du week-end détend les corps et les esprits. Mais c'est aussi un jour de bilan où les échecs et les frustrations de la semaine écoulée remontent à la surface. Ce vendredi-là fut une apothéose. Une grande débâcle où les dernières illusions de professionnalisme, de compétence et même de simple bon sens volèrent en éclats, laissant les personnages nus face à leur propre absurdité. Chapitre 6. Mon entreprise, ma vie et mon seul testicule. La débâcle commença avec l'arrivée d'un personnage tout droit sorti d'une parodie de film d'auteur. La direction, dans un élan de communication moderne, avait engagé un réalisateur pour tourner un film promotionnel intitulé « Avec une ironie involontaire, mon entreprise, c'est ma vie ». Le réalisateur, un homme à lunettes et à foulard, se présenta avec un jargon insupportable. « Moi, je suis cinéaste. Je travaille l'image. Je suis plutôt dans l'interactivité horizontale. » Son but, disait-il, était de capturer l'authenticité, le vécu, l'humain au cœur de l'entreprise. Sa présence eut l'effet d'un produit chimique versé dans un écosystème fragile. Instantanément, tout le monde se mit à jouer un rôle. L'authenticité fut la première victime. Les employés, habituellement avachis devant leurs écrans, se redressèrent, prirent des airs affairés, se mirent à parler fort au téléphone en utilisant des termes techniques qu'ils ne maîtrisaient pas. L'open space se transforma en une scène de théâtre où chacun jouait une version idéalisée de lui-même. Maëva fut celle qui poussa la performance le plus loin. Voulant être choisie comme l'un des personnages principaux du film, elle arriva vêtue d'un tailleur lavande criard, une couleur si agressive qu'elle semblait vibrer sous les néons. « C'est pas bleu, c'est lavande », corrigea-t-elle fièrement. Le réalisateur, ravi de ce personnage haut en couleur, la choisit immédiatement, ainsi que Sylvain, dont la naïveté offrait un contrepoint touchant. Le tournage commença, et la réalité, cet invité non désiré,
ne tarda pas à faire irruption. Le réalisateur, cherchant le naturel, filma Maeva en train d'engueuler la femme de ménage comme du poisson pourri parce qu'elle n'a pas vidé votre corbeille assez vite. Il se délecta de cette scène spontanée, la qualifiant de vérité brute. Maeva, persuadée d'avoir été formidable, ne réalisa pas qu'elle venait de passer pour une harceleuse tyrannique. Mais le clou du spectacle, le moment où le film d'entreprise vira au drame psychologique, fut l'interview de Sylvain. Assis face à la caméra, transpirant sous les projecteurs, il était désespérément en quête de quelque chose d'intéressant à dire. Il voulait paraître intelligent, perspicace, un fin connaisseur des dynamiques internes de la boîte. Il commença par des banalités, puis, sentant qu'il perdait l'attention du réalisateur, il décida de partager une anecdote croustillante, un petit secret qui montrerait à quel point il était bien intégré. « Moi, je vide mes tripes, hein, je vide mon sac », annonça-t-il fièrement. Le réalisateur l'encouragea d'un signe de tête. Et Sylvain, dans un élan de vanité et d'inconscience totale, lâcha la bombe. Il parla de Jean-Claude, de sa personnalité, de son caractère et d'un détail intime. Le réalisateur se pencha en avant, l'œil brillant. C'est peu, être un petit peu en dessous de la ceinture, mais j'assume. C'est naturel, se justifia Sylvain avant de livrer son scoop. Plus tard, Jean-Claude, ignorant tout du drame qui s'était joué, croisa le réalisateur. Celui-ci le regarda avec un intérêt nouveau, presque clinique. Le détail que vous m'avez révélé sur Jean-Claude, c'est drôle. On le garde au montage, ça c'est sûr. Jean-Claude, intrigué, demanda de quel détail il s'agissait. Le réalisateur hésita, puis, avec un sourire entendu, lui dit « Non, mais vous allez voir, ça va faire son effet à la projection. » La panique commença à monter chez Jean-Claude. Il attrapa Sylvain par le col. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Sylvain, réalisant son erreur, devint livide. « Révéler un détail intime de mon anatomie. T'appelles ça une gentillesse? » hurla Jean-Claude. « Je vais avoir l'air de quoi, moi, ici, quand tout le monde va savoir que Jean-Claude n'a qu'un testicule. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le secret le plus personnel de Jean-Claude, sa blessure cachée, venait d'être exposé, transformé en matière première pour un film promotionnel. La quête d'authenticité du réalisateur avait abouti à la violation la plus obscène de l'intimité. Le projet, censé célébrer la vie de l'entreprise, avait révélé sa nature la plus monstrueuse. Une machine à broyer les individus, à transformer leur vie et leurs secrets en contenu. Jean-Claude se détourna, le visage décomposé par une rage froide et silencieuse. Le film Mon entreprise, c'est ma vie venait de trouver sa scène la plus authentique, et elle était d'une cruauté absolue. Chapitre 7. La prime de la discorde et l'art de la merde. Le vendredi après-midi fut le théâtre de deux controverses qui, bien que d'apparence différentes, posaient la même question fondamentale, celle de la valeur. Dans un monde régi par les chiffres et les bilans, comment définit-on la valeur d'un travail, d'un employé ou d'une œuvre d'art? Les réponses apportées par l'entreprise furent, comme toujours, absurdes et révélatrices. La première controverse fut déclenchée par Sylvain. Ragaillardi par son quart d'heure de célébrité cinématographique, il arriva près de la machine à café en bombant le torse, un papier à la main. « J'ai eu une prime », annonça-t-il avec une fierté qui confinait à l'arrogance. La direction m'a accordé une prime, de compétence. Il se voyait déjà comme le right man in the right place, un talent enfin reconnu à sa juste valeur, en pleine ascension sociale. Hervé, dont le cynisme naturel avait été aiguisé par une semaine difficile, le ramena brutalement sur terre. Il se lança dans un discours amer sur la nature manipulatrice des primes. « Tu te fais trimballer, mon pauvre Sylvain, qu'est-ce que tu peux être naïf? Il te roule dans la farine pour mieux t'emballer. Et après, toi, tu te sens redevable. Tu vas commencer par amener du boulot à la maison. Après, tu vas finir par penser qu'au boulot, 24 heures sur 24. D'un employé-serviteur, tu finiras servile. » Pour Hervé, la prime n'était pas une récompense, mais une chaîne dorée, un outil pour acheter la loyauté et exploiter la vanité. La curiosité l'emporta, et Jean-Claude, toujours pragmatique, demanda à voir le montant. Après une fausse résistance, Sylvain tendit le papier. Jean-Claude le regarda, puis le passa à Hervé. Un silence gêné s'installa. La prime était d'un montant si dérisoire qu'elle en devenait une insulte. C'était une aumône déguisée en honneur. « C'est en euros, ça? » demanda Hervé, feignant l'incrédulité. Le visage de Sylvain se décomposa. Sa grande ascension sociale se résumait à quelques pièces de monnaie. L'entreprise venait de lui signifier sa valeur exacte, et elle était négligeable. La seconde controverse éclata un peu plus loin, dans le couloir principal. Le comité d'entreprise,
dans son infinie sagesse, avait décidé de consacrer une partie de son budget à l'acquisition d'œuvres d'art pour élever l'âme des employés. Le résultat était une série de toiles abstraites accrochées au mur, des compositions criardes qui ressemblaient à des accidents de peinture. Jean-Claude, passant devant l'une d'elles, ne put retenir une exclamation de dégoût. « C'est quand même une belle merde, non? » lança-t-il à Hervé. C'est alors que Carol, la directrice commerciale, arriva. Elle expliqua avec un grand sourire que l'artiste n'était autre que sa grand-tante, une peintre dont le talent, selon elle, descendait en droite ligne de Toulouse-Lautrec. Le visage de Jean-Claude opéra une transformation spectaculaire. En une fraction de seconde, le dégoût fit place à une profonde appréciation intellectuelle. « Ah, mais attendez, regardez, » dit-il en s'approchant de la toile. « Parce que là, c'est une question de... Voilà, là, sous cet angle-là, c'est plus joli, hein? » Il se lança dans une analyse improvisée, parlant de cris, de force, de travail au couteau, devenant un expert en art abstrait par pur sycophantisme. La situation devint encore plus amère lorsque la vérité sur le coût de l'opération fut révélée. Le séminaire d'entreprise, qui devait avoir lieu à Marrakech, avait été annulé. L'argent avait été utilisé pour acheter l'une des mères de la grand-tante de Carole. Là, t'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire à cause de ça? S'étrangla Jean-Claude, oubliant sa nouvelle passion pour l'art. Ces deux événements, mis côte à côte, peignaient un portrait dévastateur de la logique de l'entreprise. La valeur n'y était ni objective ni juste, elle était entièrement arbitraire et performative. Le travail acharné d'un employé comme Sylvain était récompensé par une somme insultante, tandis qu'une peinture hideuse était jugée inestimable simplement parce qu'elle était associée à une personne de pouvoir. La colère des employés n'était pas seulement due à la perte d'un voyage au soleil. C'était la colère de voir la preuve, accrochée au mur, que dans ce système leurs contributions, leurs efforts, leurs valeurs humaines pesaient moins lourd qu'un barbouillage sur une toile. C'était la démonstration éclatante de l'hypocrisie fondamentale de la méritocratie d'entreprise. Chapitre 8. Épilogue du vendredi soir. Thalassa pour deux. La fin de la journée arriva comme une libération. Les ordinateurs s'éteignirent les uns après les autres, les bureaux se vidèrent et le silence, un luxe rare, commença à reconquérir l'étage. Les néons projetaient des ombres longues et fatiguées sur le linoléum. Près de la machine à café, qui continuait son bourdonnement imperturbable, ne restait plus que Jean-Claude et Hervé, les derniers survivants d'une semaine de folie. Comme pour boucler la boucle, ils retombèrent dans leur rituel du lundi matin, la vantardise sur leur plan pour le week-end. C'était une dernière tentative, un dernier effort pour revêtir leurs armures sociales avant de quitter le champ de bataille. Leur performance était plus désespérée cette fois, teintée par les humiliations de la semaine. Ils ne cherchaient pas seulement à s'impressionner mutuellement, mais à se convaincre eux-mêmes que leur vie avait un sens en dehors de ces murs. « Alors, ce soir, tu fais quelque chose, toi, ce soir? » commença Jean-Claude avec un air faussement décontracté. « Bien évidemment, comme tous les vendredis soirs. Je retrouve des potes dans un bar. On a 2-3 fêtes. Il va falloir trancher. » Il se peignait en fêteur invétéré. Un homme s'y demandait qu'il devait faire des choix cornéliens entre plusieurs soirées. Hervé, ne voulant pas être en reste, lui emboîta le pas. « Ah ouais, pareil, moi je vais retrouver ma bande de potes. On va sortir. » Là, c'est les furieux, mes potes. Il s'inventa une identité de Mr. Ambiance, l'homme qu'on appelle pour mettre le feu aux soirées. Pour foutre l'ambiance, c'est toujours Mr. Sylvain qu'on appelle, dit-il, se trompant de prénom dans sa précipitation, ce qui rendit son mensonge encore plus pathétique. Jean-Claude le corrigea, amusé. « C'est marrant parce que quand il y a des soirées, on va pas vers toi, quoi. » Leur petit jeu de mensonge aurait pu continuer ainsi, se terminant sur un match nul de solitude masquée. Mais c'est alors que Jean-Guy, leur chef, sortit de son bureau. Il les vit, et un sourire malicieux se dessina sur son visage. Il avait entendu leur vantardise. Il s'approcha d'Hervé. « Je voudrais boucler le dossier Berthac ce soir, mais vous pouvez revenir lundi matin. J'ai pris la liberté d'appeler votre maman pour que l'enregistrement de Thalassa soit prêt. Je sais que vous ne ratez aucune émission. » Le coup fut dévastateur. Jean-Guy n'avait pas seulement exposé le mensonge d'Hervé, il l'avait fait de la manière la plus humiliante qui soit, en le traitant comme un enfant, en faisant référence à sa mère et à son émission de télévision préférée. Hervé resta figé, le visage cramoisi, complètement anéanti. Jean-Claude, pour une fois, ne rit pas. Il y avait quelque chose de trop cruel dans cette mise à mort publique. Jean-Guy, leur souhaitant un bon week-end, est parti. Un long silence s'installa, lourd et gênant.
Le bruit de l'aspirateur de l'équipe de nettoyage se fit entendre au loin. Les masques étaient tombés, la performance était terminée, il n'y avait plus de Mr. Ambiance ni de Roi de la Nuit, juste deux hommes fatigués dans un bureau vide. C'est Hervé qui rompit le silence. Sa voix était à peine un murmure. Il ne regardait pas Jean-Claude. Il fixait la machine à café, comme si elle pouvait lui offrir une forme de réconfort. « Tu me mettras la cassette de Thalassa de côté ?» demanda Théi. Puis il ajouta, dans un souffle, « Tu peux faire un double ?» Cette simple requête était un aveu de défaite, mais c'était aussi bien plus que cela. C'était un moment de vérité, un instant de connexion authentique et non forcée. En demandant à Jean-Claude de lui copier l'émission, Hervé ne partageait pas seulement un programme télévisé, il partageait sa solitude, sa vie simple et sans fioriture. Il abandonnait la fiction pour la réalité. Jean-Claude le regarda, et pour la première fois de la semaine, il n'y avait ni moquerie ni mépris dans ses yeux. Il y avait une lueur de compréhension, peu, être même de compassion. Il hocha la tête. « Allez, » dit-il doucement. Ils sortirent ensemble dans la nuit, sans un mot de plus. La grande comédie de la semaine était terminée. Après des jours de manœuvres désespérées pour le statut, l'excitation et la reconnaissance, tout ce qui leur restait était la perspective partagée de regarder une émission sur la pêche au thon. Et dans cette réalité simple et partagée, dans cet échec mutuel, une amitié fragile mais réelle pouvait enfin exister. Le purgatoire de la machine à café fermait ses portes pour le week-end. Ils n'avaient plus rien, sinon l'un l'autre.